Saga présente Arnulf de S.C. Pedersen et lu par Luc de Villars. Nos biens meurent, la famille meurt. Nous aussi, un jour viendra notre heure. Mais une chose, je le sais, jamais ne meurt. Le jugement qui attend chacun le dernier jour. Nos biens meurent, la famille meurt. Nous aussi, un jour viendra notre heure. Mais la gloire jamais ne meurt, si on la gagne avec honneur. Ce livre est dédié à mes enfants adorés. Ragnhild, Asbjorn, Siegfried et Hjordis. Remerciements. Mes plus grands remerciements vont à l'historien Kar Johansen pour son enthousiasme et son impressionnante connaissance du monde viking. Ses réponses complètes et détaillées à mes moindres questions m'ont été d'une aide inestimable. Merci pour ton soutien constant et sans faille. Un énorme merci empli de respect pour la troupe de combattants vikings Ulfhednir, pour m'avoir aidé à trouver l'inspiration pour les scènes de bataille. Un remerciement tout particulier à Peter Marius Stamp et Christopher Cold Ravnkild, qui ont gentiment accepté de partager avec moi leur expérience de guerrier et leur connaissance en matière de bataille et de stratégie de guerre, grâce auxquelles il fut aisé de décrire Jomsborg. Je remercie également le maître skald Rone Knud, qui a levé le voile de mystère entourant les secrets de la poésie skaldique et m'a permis de goûter à l'hydromel de Sutungr. Un grand et chaleureux merci au Jomsviking Bjarn Dahl. Je remercie chaleureusement le dessinateur Louis Harrison qui a dessiné la tête de loup d'Arnulf. Enfin, un dernier merci, mais non le moindre, à mon époux bien-aimé pour la confiance et la place qu'il nous a réservée, à moi et à ma plume fougueuse. Arnulf s'arrêta au sommet de la colline et observa le détroit. Le ciel était encore teinté de rose là où le soleil avait plongé sous l'horizon, et la mer ondulait paisiblement. Un banc de poissons étincelait sous la surface. Arnulf scruta intensément le moindre trait d'écume au loin. Aucun bateau ne viendrait perturber la quiétude du détroit ce soir. Il soupira. Une brise tardive chuchotait entre les brins d'herbe printaniers, alors que l'obscurité sortait discrètement de la forêt derrière le village. Un chien aboyait, et Aslak, le constructeur de bateaux, criait sur la plage des ordres à ses apprentis, dont les haches produisaient un sifflement qui venait s'étouffer dans le bois de la quille. Du chêne fraîchement abattu. La potée du soir bouillait dans les marmites, tandis qu'autour des maisons, les gens vaquaient aux dernières tâches de la journée. On finissait de ranger tissus et paniers, de couper le bois pour le feu, ou de mettre à sécher la pêche du jour. Dans sa forge, le forgeron apportait les dernières touches au tranchant d'une hache. De jeunes garçons taquinaient avec leurs épées en bois des filles sortant de la réserve, les bras pleins de morceaux de viande. Finn Lark, de retour de la chasse avec 3 lièvres sur l'épaule, donnait en passant une claque sur les fesses de sa femme. Trude, les poings sur les hanches, grondait son plus jeune esclave avant de reporter sa fureur sur le vieil Olav qui tentait de s'interposer avec des gestes apaisants, laissant filer l'esclave tête basse. Personne ne semblait se hâter de rentrer manger. Ce soir-là, l'air était doux, enivrant, et le vert des nouvelles pousses calmait les esprits après un hiver froid et gris. Arnulf chassa une longue mèche de cheveux de son visage, plissa les yeux. Il était trop tard. Helge ne viendrait plus à présent. Après un été de pillage, il ne choisirait pas de rentrer furtivement sur les eaux sombres de la nuit. Il attendrait le jour. Le soleil ferait alors scintiller les côtes de mailles et la lame des armes et illuminerait de ses rayons les richesses qu'il rapporterait. Il se tiendrait droit et digne à la proue de son bateau, rejetterait d'un geste noble sa cape en arrière et ouvrirait ses bras garnis de lourds bracelets d'argent.
Il crierait fièrement le nom de son père, et Strubjorn serait là pour l'accueillir, avec de larges cornes en bronze remplies d'hydromel, afin de trinquer avec son fils dès qu'il mettrait pied à terre. Helge saluerait ensuite Rolf d'une embrassade, avant de soulever sa mère en l'air comme une plume, tandis que toutes les femmes du hameau l'observeraient en rougissant, les yeux remplis d'étoiles. Les enfants se rassembleraient autour des guerriers revenus au bercail, admireraient leurs trésors et leurs nouvelles cicatrices. Les esclaves s'affaireraient pour préparer le festin, et rires et chants résonneraient dans la somptueuse demeure de Strobjorn. Helge s'installerait à table pour décrire cette saison de raids, et les jeunes enfants trembleraient de peur auprès de leur mère en écoutant ces histoires. Après que toutes les convives se seraient endormis, ivres, le ventre rempli de viande et de bière, Helge se tournerait vers Arnulf et tendrait sa main droite, celle de son épée, pour qu'ils s'affrontent au bras de fer en se dévisageant férocement. L'année dernière, Helge avait jugé la poigne d'Arnulf vigoureuse pour le printemps suivant. Il avait en outre promis de lui rapporter une bonne épée. Encore un soupir. Mais tout cela ne serait pas pour aujourd'hui non plus. Le séjour hivernal d'Helge chez le roi s'éternisait, mais jamais auparavant un homme de la famille de Strobjorn n'y avait personnellement été invité. Or, Helge devait veiller à sa réputation, accroître sa renommée. La saison des neiges était depuis longtemps terminée. Agneaux, veaux tétaient à présent le lait de leur mère dans les champs. Jamais un hiver n'avait paru à Arnulf aussi long et déprimant. Une mouette poussa un dernier cri en survolant les vagues. Il suivit l'oiseau du regard et sentit à son appel le sang bouillir dans ses veines. La mer l'appelait. Des lames d'eau salée déferlaient dans ses membres et le tourmentaient sans relâche, sans lui laisser une seconde de calme. Il aurait seulement voulu s'arracher le cœur pour le lancer loin dans les eaux de la marée montante, pouvoir chevaucher la tempête qui l'emmènerait loin de tout, du rivage et de ces grands oiseaux marins. Les mouettes criaient fort en ce début de printemps. Elles allumaient un brasier dans le cœur des intrépides en quête d'aventure. Elles appelaient au courage et à la détermination, proclamaient que c'était à présent le tour d'Arnulf de parcourir la mer. Il serra fermement les poings. Avec Helge, il prendrait le large et tournerait le dos des trois d'Egilsund. Oui, avec Helge. Arnulf ferma les yeux, les narines dilatées. Le sel rendait l'air piquant. Une force parcourait la terre et les racines. Son cœur battait intensément. Il s'apprêtait à rebrousser chemin quand il aperçut Freydis parmi les vaches dans le pré salé de l'autre côté de la colline. Elle lui tournait le dos. Accroupie, elle triait d'une main experte une vache qui n'avait qu'une corne. Ses cheveux blonds tombaient derrière elle, telle une cascade dorée. Elle avait retroussé ses manches jusqu'au coude et le bas de sa robe jusqu'à ses genoux pour ne pas salir ses vêtements avec des éclaboussures de lait. Arnulf sourit, l'esprit tout de suite plus guilleret. La joue de Freydis était collée au flanc tacheté de la vache. La peau de la jeune femme, pâle après ce long hiver, contrastait avec le vert de l'herbe fraîche. Arnulf pouvait discerner les rondeurs de ses hanches sous sa robe et sentit une chaleur envahir son entrejambe. Impossible de regarder Freydis sans que son membre viril se dresse aussi droit que la lance du puissant Odin. Freya devait avoir prodigué à Freydis de telles hanches uniquement pour inciter les hommes à les agripper. Plutôt que de rentrer, Arnulf contourna dès lors la butte en courant d'un pas souple pour la rejoindre. Freydis ne l'avait pas vue. Le vent soufflait fort sur le pré et les vaches mastiquaient bruyamment. Il put se faufiler discrètement sans qu'elle ne l'entende arriver. Elle fredonnait. Il reconnut la mélodie, car il l'avait lui-même composée. La robe de Freydis avait glissé, dévoilant presque complètement son épaule, et le sang d'Arnulf pulsa de plus belle sous sa ceinture. Sa peau douce et fragile n'avait pas encore beaucoup vu le soleil printanier. Il n'existait pas de peau plus délicate que celle de Freydis.
En comparaison, même le duvet de cygne était rêche. Il s'accroupit. La vache tourna sa tête et son unique corne vers lui, perplexe. Arnulf bondit tel un lynx, avant que l'animal ne trahisse sa présence. Freydis lâcha un cri de stupeur au moment où il agrippa ses épaules. Ils tombèrent dans l'herbe. Le seau de lait se renversa sur les jambes nues de Freydis. Il la pressa contre le sol. Elle se débattit, mais il bloqua ses bras sans peine. Freydis le foudroya du regard, dégagea une mèche de ses cheveux d'un mouvement de tête rageur et tenta de s'échapper. « Lâche-moi, espèce de vermine excitée !» Arnulf gloussa et s'installa à califourchon sur le corps chaud et agité de sa prisonnière. « J'ai eu une soudaine envie de lait. »« Tu es fou, allié. Regarde, tu as renversé tout le lait. Lâche-moi sur le champ. » Elle voulut se redresser pour le mordre, mais en vain, incapable de faire autre chose que souffler furieusement. Arnulf relâcha son étreinte et son regard tomba sur le décolleté de la robe, qui dévoilait les belles rondeurs de la poitrine de Freydis. Il tendit les doigts vers ses seins, mais Freydis écarta la main baladeuse d'une claque. « Tu es lourd et tu m'empêches de respirer. Bouge-toi !»« Je deviens fou chaque fois que je te vois. »« Tu es né fou, Arnulf, fils de Strobjorn. » Freydis essaya de le repousser de toutes ses forces. « Sens comme je suis dur !» Arnulf se tortilla dans l'herbe et pressa son bassin contre elle. Freydis se redressa et l'écarta. « Tu as certes du sang des talons dans les veines, mais ça ne fait pas de moi ta jument. » Il attrapa le pied de Freydis d'une main ferme et lécha le lait qui coulait sur sa cheville. Il arrive qu'un jeune étalon monte une jument qui s'est éloignée du troupeau. Freydis secoua son pied pour le libérer, mais Arnulf tint un bond. Il remonta avec sa langue jusqu'au genou. « Je ne me suis pas éloigné du troupeau, » grogna Freydis. « J'étais en train de traire jusqu'à ce que tu renverses la moitié de mon seau. Ma mère va être furieuse. Ça suffit maintenant. Imagine que quelqu'un nous voit. Ton frère, par exemple. » Arnulf suça avidement les gouttes de lait sur la peau de Freydis et mordilla ses hanches fermes. « Mon frère ? Son bateau n'est toujours pas revenu. » Freydis empoigna les cheveux d'Arnulf et lui tira la tête en arrière pour le décoller de sa jambe. « Pas Helge Andouille, ton autre frère, Rolf. » Arnulf se libéra et ses doigts explorèrent maintenant le creux des genoux de Freydis. « Tu veux dire mon frère, ce grand paysan responsable, respectable et ennuyeux ? Qu'il aille rejoindre la déesse Hel en enfer. Arnulf !» Elle toisa Arnulf d'un air accusateur, mais sa main caressa tendrement les cheveux de son ami. « Tu n'es pas le seul à avoir des vues sur moi, tu le sais, n'est-ce pas ?» Arnulf soupira avant de se laisser retomber sur le dos. Il fronça les sourcils et entama un poème scaldique à voix basse. Les fils de Strobjorn, frères tous deux fiers, l'un de son épée, l'autre de son blé, l'ours gris, agressif, grogne et gronde. Le dernier fils transforme malheur en valeur. Ami du sauvage sans limite, chevauche sur un lointain chemin. À l'occasion chafouin, il est voleur d'honneur, qui toujours vole seul, frère des loups, en fuite partout. Arrête un peu. Freydis s'allongea sur le ventre à côté de lui, et Arnulf attrapa l'une des mèches de la jeune femme. Il fit glisser les longs cheveux entre ses doigts et roula contre elle pour enfouir son visage dans sa chevelure dorée. Sais-tu que ta beauté est une offense pour les dieux ? Freya elle-même ne possède pas de tels cheveux, de tels yeux turquoises et des jambes aussi fermes. Elle rit et reprit ses cheveux d'entre ses doigts. Tu es vraiment sot. Ton père a bien raison d'être fier d'Helge et de Rolf. Peu d'hommes peuvent se vanter d'avoir de si bons fils. S'il est fâché contre toi, c'est de ta faute. Et il n'y a même pas 2 jours encore, tu as ruiné sa meilleure monture en la faisant galoper trop longtemps. Arnulf s'appuya sur les coudes et arracha une brindille.
Cet animal avait besoin d'exercice après l'hiver. Tu as aussi cassé une charrue. C'est juste que mes bras sont trop puissants pour ce travail d'esclave. Tu as également laissé des moutons pâturer librement sans surveillance. Ce n'est pas digne d'un homme de garder des moutons, c'est une tâche pour les gamins. J'ai à présent 16 printemps et quand Helge reviendra, il prendra les commandes de son nouveau navire et m'emmènera. Arnulf chatouilla la gorge de Freydis avec un brin d'herbe. Elle l'attrapa avec ses dents. Contre la volonté de ton père. Strabjorn m'appelle Wulf, le loup du malheur, et Wulf je resterai. Depuis quand est-ce que je me plie à sa volonté ? Il devrait plutôt se réjouir, grâce à son fils aîné, son cadet, va peut-être finir tranché en deux. Freydis lâcha le brin d'herbe et lui adressa un regard sombre. Arrête de dire des choses pareilles. Helge sélectionne les hommes pour partir en raid depuis maintenant plusieurs printemps. S'il t'emmène, c'est parce qu'il t'en juge digne. Arnulf sourit et se recoucha. L'herbe était trempée par la rosée du soir. Même si l'air était doux, la terre restait froide. À un long moment, son regard fixa au loin les nuages roses qui naviguaient à travers le ciel tels de l'écume. Freydis posa son menton sur la poitrine du jeune homme et lui demanda sur le ton de la confidence. « Il t'a beaucoup manqué durant cet hiver, n'est-ce pas ? C'est la première fois qu'il est absent aussi longtemps. » Arnulf tourna son visage vers elle. Si Helge lui avait manqué, à tel point que l'attente lui avait gelé les os, cela faisait presque 1 an à présent. Helge était juste rentré quelques jours en automne pour tout de suite repartir en mer pour tenter de vendre quelques biens pillés avant de mettre le cap vers la cour du roi. Rolf a toujours fait ce que mon père lui demandait. Et ma mère l'aime, car il préfère être paysan et berger plutôt que de prendre la mer et se battre. Mais le monde ne s'arrête pas aux champs et à la viande. Je veux partir, Freydis. Quitter cet endroit. Je veux voyager et tenter ma chance au large. Rafler les trésors et les honneurs. Ces mots attisaient sa soif d'aventure, telle une tempête printanière. Les trésors, Helge en a déjà rapporté suffisamment à ton père, répondit Freydis d'une voix douce. Arnulf jeta un coup d'œil au poignet blanc de la jeune fille et sentit de nouveau le désir monter en lui. Ses doigts caressèrent le bras de Freydis. « De quoi Rolf t'a-t-il parlé la dernière fois que vous vous êtes vus ?» Elle rit et ramena son bras contre elle. « Rolf, on a simplement discuté. Il m'a montré ce qu'il fait et m'a expliqué ses projets pour les cultures et le bétail. Il a de l'or entre les mains. Attends, je vais te montrer. Moi, quelque chose qui te fera oublier Rolf et ses petites graines. » Arnulf saisit la main de Freydis et la posa sur son sexe dur. « Ah, Arnulf, tu ne penses vraiment qu'à ça !» Arnulf répondit excité. « Touche-le, et tu ne penseras plus jamais à mon frère. » Freydis renâcla, mais s'exécuta. Arnulf ferma les yeux et soupira de plaisir lorsque la main de Freydis se glissa sous sa tunique et son pantalon. Elle acquiesça en souriant. Pas mal. Mais ça ne fait pas germer les graines et ne rapporte pas richesse et prospérité à son retour de mer. Arnulf rétorqua tout bas. Rapproche-toi, je vais te montrer ce qu'il peut faire germer. Tu ne t'ennuieras jamais avec lui. Ce qui serait sûrement le cas avec un certain type qui ne pense qu'au soc de ses charrues et à ses têtes de bétail. Il empoigna la cuisse nue de Freydis et sa main se faufila sous sa robe. Ses doigts pétrirent durement la fesse tendre. « Aïe, tu pinces !» Arnulf lâcha prise et tritura la boucle de sa ceinture. Freydis roula sur le côté. « Garde ton pantalon. Grim a sûrement bientôt fini de manger et il va venir ici pour surveiller les bêtes cette nuit. Il nous verrait à coup sûr. » Un esclave qui colporte des commérages, on lui arrache les yeux. Grim n'osera pas cafarder. Freydis tira sa robe jusqu'à ses chevilles et Arnulf abandonna. « Très bien, mais promets-moi que tu me suivras demain en forêt. Je t'emmènerai à une lisière que même les animaux ne connaissent pas. » Freydis sourit les yeux et secoua la tête.
J'ai froid, il fait encore un tout petit peu trop frais pour se tortiller dans l'herbe. Et n'étais-tu pas censé aider Aslak à terminer son nouveau knarr demain ?» Arnulf haussa les épaules, indifférent. « Il peut bien se passer de moi, cela fait des mois que je travaille dur pour lui sur le nouveau bateau d'Helge. Mais travailler sur un knarr, un bateau marchand, un knarr ne rapporte aucun honneur. » « Aucun honneur ? L'argent reste de l'argent, qu'on l'obtienne en pillant ou en commerçant. » Freydis se remit debout et se dirigea vers la vache à une corne qui, entre-temps, s'était éloignée plus haut sur la colline. Le balancement de ses hanches lorsque Freydis marchait était enivrant. Arnulf se redressa d'un bond et la suivit avidement. Ses hanches, il devait les attraper. Leur danse l'appelait, l'invitait, il ne pouvait pas leur résister. « Un bateau ! Un bateau ! Un bateau là ! Freydis ! Arnulf ! Il y a un navire qui arrive !» Le petit Ivar faisait de grands gestes, là-haut sur la colline, et pointait du doigt avec insistance le détroit. Et il fila en courant. Le cœur d'Arnulf s'emballa. Son sang fusa si fort dans ses veines qu'il en eut le vertige. Helge était de retour. Il croisa le regard pétillant de Freydis et éclata de rire avant de lâcher un cri de joie aigu en bondissant en l'air. « Allons-y, Arnulf !» Freydis semblait avoir complètement oublié sa vache. Elle saisit la main d'Arnulf qui se mit à courir tellement vite qu'il fut obligé de la tirer. Il lui serra la main de toutes ses forces, comme s'il concourait déjà avec Helge au bras de fer, si fort qu'elle gémit. Du haut de la colline, il vit que l'obscurité était sur le point d'engloutir le détroit. Mais les voiles en laine couleur ocre du bateau d'Helge transperçaient le noir, comme une étoile à travers les flots. Sur la plage, les villageois s'amassaient, fébriles, cris et rires résonnaient dans l'air. Les femmes qui avaient dû s'en sortir sans leurs époux pendant si longtemps se frayaient un passage dans la foule. Les enfants jubilaient et faisaient de grands signes en direction du navire en tentant d'apercevoir, voire de reconnaître, en dépit de la pénombre croissante, leur père ou un autre membre de la famille. La tension était insoutenable, et beaucoup priaient tout bas, car les hommes ne rentraient pas toujours de leur voyage, ou du moins pas en bonne santé et en un seul morceau. Strobjorn avançait avec détermination. Il arriva à grande enjambée via un chemin couvert de planches en bois menant à la mer. Il était vêtu de sa plus belle tunique brodée et d'une cape cérémonielle, d'un rouge étincelant. Sa longue barbe, soigneusement tressée, descendait jusqu'à sa poitrine et son cou arborait une large chaîne en argent. Il souhaitait accueillir Helge comme il se devait, et il tenait dans ses mains les 2 cornes en bronze poli remplis à ras-bord d'hydromel, alors que les autres hommes lui assonnaient des claques dans le dos en riant. Quand Helge, fils de Strobjorn, revenait au bercail, l'heure était au festin pour sûr. Un festin dont personne n'aurait à se plaindre vu la richesse de Strobjorn. Une richesse qu'il devait au trésor que son fils ramenait et partageait généreusement avec sa famille. Trude, quant à elle, s'était débarrassée de sa tenue en laine brune pour enfiler une robe bleue et festive, garnie de broches en argent. D'imposants colliers d'ambre décoraient sa poitrine, tandis que de lourds bracelets entrelacés cliquetaient autour de son poignet. Aucune femme dans le hameau n'était plus majestueuse que Trude. Strobjorn lui sourit et brandit les cornes. Arnulf, lui, ne se préoccupait pas le moins du monde de son apparence. Qu'importe que sa tunique soit blanche ou grise, il voulait juste voir Helge revenir. Quel dommage cependant qu'il rentre si tard. La nuit serait tombée avant que les rôtis ne soient enfin bien tendres. Pas de potée ce soir, les esclaves pouvaient les avoir. Les apprentis d'Aslak, le constructeur de bateaux, allumèrent les torches. Trude vint se tenir fièrement aux côtés de Strobjorn en faisant tinter les clés accrochées à sa ceinture. Des hommes agitèrent des torches à bord du navire en guise de réponse. Même si l'obscurité s'épaississait à mesure que le navire se rapprochait, la voile dorée du bateau brillait tel un clair de lune. Rolf se joignit tout sourire à Strobjorn et Trude en caressant sa barbe clairsemée d'un geste impatient. Strobjorn lui tendit l'une des 2 cornes pour libérer un de ses bras. Rolf,
aussi s'était débarrassé de ses vêtements de travail, et même débarbouillé rapidement, car si Helge ne lui avait certainement pas autant manqué qu'à Arnulf, il se réjouissait chaque fois d'accueillir son frère si estimé. Le feu des torches sur la plage se reflétait sur les bijoux de bronze et dans les regards émus. Arnulf sentit Freydis s'appuyer contre lui. Il passa son bras autour d'elle pour la serrer fermement contre lui. Quel bonheur de la tenir ainsi. C'était en outre une bonne chose qu'Helge les vit ainsi quand ils mettraient pied à terre. Pouvait-on rêver meilleur endroit où poser son bras que la taille d'une femme aussi douce et attirante? Plus tard, à son propre retour de raid avec Helge, Arnulf irait voir le père de Freydis pour étaler sur la table les trésors qu'il aurait obtenus lors de son périple. Il prouverait ainsi qu'il était capable d'entretenir sa fille. La main de Freydis lui appartiendrait. Il veillerait à ce que Strobjorn défende sa cause, même si pour cela, il devait préalablement menacer son vieux loup de père de l'étrangler avec sa barbe grise. Arnulf sourit. Certes, les gens du village le regardaient de travers à cause de son caractère impulsif et de ses actes inconsidérés, mais il prouverait bientôt sa vraie valeur lors d'un pillage. Ils apprendraient alors à le respecter. Freydis ne manquerait de rien. Il acquerrait autant de colliers en or et en ambre qu'il serait possible d'en accrocher au cou de sa bien-aimée, et sa réserve déborderait de viande de bétail et de gibier. Des esclaves, elle en commanderait une légion, si bien que ses tâches de la journée se résumeraient à peigner sa chevelure blonde et à partager ses charmes avec lui. Il finirait chaque soir allongé sur une peau d'ours près du feu. « Tu ne rejoins pas ta famille pour souhaiter la bienvenue à ton frère ?»« Si. » Arnulf se tourna vers elle pour lui serrer le visage entre ses mains. Il voulait lui dire combien il était heureux de revoir Helge, décrire ses sentiments pour elle, se confier à elle. Tout son corps tremblait. Il voulait crier, bondir, mais finalement, il décida d'embrasser Freydis avec une telle fougue que celle-ci vacilla, le sourire aux lèvres. Il s'écarta d'elle brusquement, dévala la pente jusqu'à la plage, s'avança dans l'eau, dépassa tous les autres et enfin atteignit l'endroit sur la plage où le bateau était censé accoster. « Ah, enfin te voilà !» Rolf tendit le bras pour taper dans la main de son frère, ce qui indiquait qu'il était de bonne humeur. Il tapait toujours en espérant que cela fasse mal. Il voulait voir Arnulf ramener sa main contre lui en gémissant. Cette fois, cependant, son petit frère ne broncha pas, ce que Rolf ne manqua pas de remarquer. « Il a grandi, le poulain. As-tu préparé un chant pour ton frère? Chanter, ça au moins tu sais faire. » Strobjorn ébouriffa les cheveux de son cadet. Aujourd'hui, il était fier de chacun de ses fils. Arnulf ne répondit rien, préférant observer le navire. L'équipage venait d'affaler les voiles et le bateau était proche à présent. Tellement proche qu'Arnulf commençait à reconnaître les hommes à bord et à distinguer le bruit rythmé des rames. Freydis le rejoignit, rouge et essoufflé. Le navire flottait sur les eaux, fier comme un aigle. Mais la tête de dragon doré ornant habituellement la proue avait été retirée. La silhouette se tenant debout à l'avant était plus large que celle d'Helge. Arnulf plissa tant les yeux que des larmes flouèrent sa vision. C'était Alfred, le second d'Helge. Arnulf se mordit la langue et ses joues devinrent exsangues. Où était Helge? Pourquoi Alfred se tenait-il à sa place au lieu de tenir le gouvernail? Helge était-il resté auprès du roi? Pourquoi n'était-il pas rentré? Le roi avait tout de même eu suffisamment le temps de s'entretenir avec lui. La déception serra le cœur d'Arnulf d'une main glacée tout en instillant subrepticement l'angoisse dans son esprit. Alfred leva la main et salua Strobjorn d'une grosse voix. Strobjorn lui répondit. Les villageois murmuraient entre eux, inquiets. Pourquoi Helge n'était-il pas à la proue? La joie l'emporta cependant chez ceux qui aperçurent leurs époux, frères, oncles ou cousins derrière les boucliers accrochés le long du plat-bord. Arnulf avança dans l'eau jusqu'aux genoux et la vase lui aspira goulûment les pieds. Le regard d'Alfred était sombre. En revanche, les guerriers derrière lui, dont les visages étaient marqués par le vent,
se retenaient de sourire et de succomber à la joie des retrouvailles. Tous avaient le regard tourné vers Strobjorn. Plusieurs étaient blessés et portaient des bandages ensanglantés, ce qui semblait indiquer qu'une bataille récente avait eu lieu. Alfred lui-même affichait une vilaine balafre à travers le front. Un bien mauvais présage. Arnulf avait la soudaine impression d'être à l'étroit dans sa tunique en laine. Alfred mit alors pied à terre et serra la main tendue de Strobjorn. Arnulf eut du mal à respirer. Quelque chose l'oppressait au niveau de la poitrine. Sa vue se troubla. Les yeux de Strobjorn brûlaient comme deux tissons et son visage était blanc, glacial. Trude se rapprocha d'Alfred et posa sa main sur le bras du second. Derrière elle, Strobjorn avait lâché sa corne. « Où est Helge ? Il n'est pas avec vous ? Il est tombé malade ?» demanda Trude d'une voix aiguë. Alfred la fixa et son visage dur se renfrogna. « Helge est mort, Trude. Il est mort. Tué sur le chemin de retour à Selvig hier matin. » Les mots transpercèrent Arnulf comme des lames. Son champ de vision s'obscurcit. Il craignit de s'évanouir. Tout devint flou devant ses yeux. Il entendit le cri de douleur de Trude déchirer les ténèbres qui s'étaient abattues sur le détroit. Il sentit la main chaude de Freydis se glisser dans la sienne. Mort. Helge était mort. Helge, son frère bien-aimé. Helge qui devait l'emmener en voyage, qui avait promis de lui rapporter une épée. Cela ne pouvait être vrai. Cela devait être une erreur. Freydis serra la main du jeune homme de toutes ses forces. Mais Arnulf n'arrivait plus à bouger les doigts. Il dut reprendre son souffle par de brèves inspirations saccadées. Il tituba sous l'effet du souffle de la mer et du sable fuyant sous pied. Les paroles d'Alfred déclenchèrent une salve de lamentation sur le sort d'Helge, et de nombreuses femmes autour du bateau fondirent en larmes. Strobjorn resta cependant immobile tel un roc. Il soutint le regard d'Alfred, bien que la tension déformât les coins de sa bouche. « Tué, dis-tu, Alfred ? Par qui ?» Alfred tira sur sa barbe tressée. Trude s'effondra en sanglotant et arracha les colliers d'ambre de son cou. Plusieurs femmes, en pleurs aussi, accoururent pour se rassembler autour d'elle. « Par le Norvégien Oysten, tueur de corbeaux, seigneur d'Haraldsfjord. Helge a violé sa fille après une beuverie à un marché, et Oysten l'a très mal pris. Il nous a attendus un demi-hiver à proximité du fief du roi, et nous a ensuite suivis jusqu'à Selvig. » Alfred tendit une épée devant lui. Arnulf la reconnut. C'était celle d'Helge. L'arme s'appelait dent de serpent. Un serpent était gravé le long de la poignée et la lame était recouverte d'une couche d'argent. Le fourreau manquait. La main de Strobjorn trembla quand il saisit la précieuse épée. Alfred poussa un soupir. Elle est tombée sur le pont quand Oysten a tranché le bras d'Helge. Helge, lui, a sombré dans la mer, son corps a coulé. Nous n'avons pas pu le ramener. Sentant son estomac tourner sur lui-même, Arnulf réprima une profonde nausée. Freydis voulut soutenir Arnulf en passant un bras autour de sa poitrine. Il entendit son propre hoquet de douleur. Ses yeux brûlèrent, ses lèvres frémirent. Il se libéra de l'étreinte de Freydis. Il serra les dents ainsi que les poings, si fort que ses mains tremblèrent. Partir. Il n'allait tout de même pas se mettre à pleurnicher comme un gosse devant les femmes et les esclaves. Son frère était un guerrier, et il était tombé au combat. Un destin qui lui convenait parfaitement, sans le moindre doute. Strobjorn resta silencieux. Alfred lâcha sa barbe et poursuivit. Helge est mort lors d'un duel équitable. De plus, nous avons vengé sa mort, tué Oysten et son équipage et brûlé leur navire. Nous avons aussi capturé son fils comme esclave. Si toi ou Trude désirez vous venger davantage, gardez-le donc. Alfred fit signe à deux hommes. Ils tirèrent un garçon de force hors du bateau pour le jeter aux pieds de Strobjorn. Le Norvégien était vêtu d'une tunique bleu foncé, brodée et de bonne fabrique. Sa barbe et ses cheveux bruns étaient soigneusement coupés,
Il portait au cou un marteau de Thor au bout d'une épaisse chaîne en argent, et de lourds anneaux, en argent également, autour des bras. Les hommes d'Alfred avaient attaché les mains de leur prisonnier dans son dos par précaution. Son regard était furieux et farouche lorsqu'il leva les yeux avant de se relever avec difficulté. Alfred attrapa la corde au cou du prisonnier et tira pour le ramener à terre. Le jeune homme se démena pour rester debout, mais finit par tomber à genoux, un couteau pressé sur sa gorge. Alfred lui cracha au visage, plein de dédain. « Tu ne dois pas craindre de vengeance de la part des guerriers d'Haraldsfjord, Strobjorn. On a effacé toutes les traces, et ils ne découvriront jamais où leur chef est mort. Et personne n'a jamais combattu aussi bravement que Helge, ton fils. Après avoir perdu son bras, il a brandi sa hache de la main gauche et a lancé qu'il n'y avait pas de raison d'arrêter le combat à cause d'une simple coupure. Mais Øystein lui a alors plongé sa lame dans le ventre. Helge m'a demandé de vous embrasser et de l'excuser, de vous dire que les retrouvailles tarderaient quelque peu. Il s'est ensuite jeté dans les flots, et j'ai tué Øystein. Je ne voulais pas lui laisser le temps de se vanter de son forfait. » Strobjorn hocha brièvement la tête. Les jointures de ses doigts étaient blanches autour de l'épée d'Helge. Trude poussait des sanglots déchirants en se jetant du sable dans les cheveux. Rolf restait silencieux et pâle, les pouces glissés dans la ceinture, la respiration sifflante. Il fixait les eaux sombres du large qui avait englouti son frère. Le regard d'Arnulf se posa sur l'arme que tenait son père. Helge lui avait promis une épée semblable. Mais il n'y aura aucun voyage riche en émotions, aucun combat, aucun raid. Helge ne partirait plus, ne se tiendrait pas debout à la proue de son nouveau navire, et Arnulf ne pourrait jamais ramener de richesse à Freydiss et à son père. Arnulf avait l'impression que son corps était une cuve percée dont le contenu se déversait et disparaissait dans le sable. Alfred laissa tomber la corde du prisonnier par terre et posa sa main solennellement sur l'épaule de Strobjorn. « Helge est à présent parmi les Einariar, les combattants choisis par Odin. Et lorsque la fin du monde, Ragnarok, arrivera, lorsque les dieux mobiliseront leurs troupes pour leur dernier combat, Helge sera au premier rang. » « Merci, Alfred. » Des larmes dans la voix. Strobjorn déclama néanmoins sans vaciller. « Et merci à tous d'avoir accompagné Helge jusqu'au bout. Il n'a jamais rien eu à reprocher à son équipage. Vous l'avez toujours servi loyalement et avec courage. » Il regarda autour de lui avant d'ajouter d'une voix forte. « Mon fils est mort, mais le festin aura lieu. Nous boirons pour honorer sa mémoire et nous nous réjouirons qu'il ait pris sa place au Valhalla. » Les paroles de Strobjorn furent saluées par une grande clameur. Alfred dégaina son épée et martela la coque du navire du plat de la lame en scandant le nom d'Helge. Tous ceux portant également une arme firent de même et la frappèrent contre un objet avant d'unir leur voix à celle d'Alfred. Même Rolf frappa le bateau du plat de la main. Les acclamations firent trembler le sable sous les pieds d'Arnulf. Il se redressa, respira profondément. Il avait envie d'hurler, de cogner quelque chose, de s'enfuir pour se cacher dans un coin sombre. Chacun de ses muscles trépidait, et la douleur dans sa poitrine s'intensifiait, comme si une flèche de glace au bord dentelé s'enfonçait en lui, alors qu'il se rapprochait lentement de Strobjorn et Rolf. La sinistre nouvelle maintenant rapportée, des bulles de joie éclatèrent librement autour d'eux. Les guerriers, heureux d'être rentrés, scandèrent encore quelques fois le nom d'Helge, avant de rengainer leurs armes et de se jeter dans les bras de leurs femmes et de leurs enfants pour les faire tourner en l'air. Les hommes s'étreignirent entre eux en faisant rouler leurs muscles, et l'heure fut bientôt celle de la distribution de cadeaux. L'on porta aussi assistance aux blessés encore à bord du navire qui boitait et avait besoin d'aide pour débarquer. Trude s'éloigna en pleurs pour retourner toute chancelante vers le village, soutenue par d'autres femmes. Les habitants les suivirent progressivement,
soit à bras dessus, soit bras dessous, soit en portant des sacs et des coffres déchargés du navire. Strobjorn s'avança pour poser une main sur la coque, comme s'il s'agissait d'un cheval bien-aimé. « Tu l'as porté dignement. Merci à toi, » dit-il à voix basse. Il fit ensuite volte-face vers Arnulf. « Occupe-toi du prisonnier, Arnulf. Attache-le dans la hutte vide des esclaves. Précise aux autres là-bas que j'égorgerai quiconque oserait s'approcher de lui. » Si Helge était revenu vivant, Arnulf aurait refusé sur le champ. Cela n'était pas son travail, mais pour le coup il obéit immédiatement et en silence. Et il saisit la corde du Norvégien qui le foudroya du regard. Arnulf lui fit un signe de tête pour qu'il avance. Le prisonnier se remit debout et sembla le suivre sans opposer de résistance. Arnulf remarqua alors qu'il avait des difficultés à s'appuyer sur un pied. Strobjorn se retourna, la main sur le bras de Rolf, et les deux partirent pour rattraper Trud. Plusieurs villageois leur emboîtèrent le pas en scandant à nouveau le nom d'Helge. Strobjorn brandit dents de serpent à bout de bras en hommage à son fils décédé. Arnulf les suivit des yeux. Freydis ramassa les perles d'ambre de Trud éparpillées par terre et adressa à Arnulf un regard triste avant de partir. Quand quelque chose de grave arrivait, elle savait bien qu'Arnulf préférait être seul. Arnulf ne pressa pas le pas vu que le Norvégien boitait. Il laissa le navire derrière lui et longea calmement la plage vers l'autre extrémité du village où se situaient les huttes encaquées juste avant la lisière de la forêt et construites pour entasser les esclaves. Arnulf était soulagé de s'éloigner des autres, hors de portée des torches, de se retirer dans l'obscurité où nul ne pouvait discerner son visage. Ses jambes semblaient de plomb. Chaque pas était une nouvelle expérience inhabituelle, comme si la mort d'Helge avait bouleversé l'ordre et la nature du monde. Les vagues se jetaient tranquillement sur la plage. La lune, presque pleine, brillait au-dessus de l'eau et éclairait la sombre cime des arbres d'une lueur si forte que l'on eût cru qu'elle aussi voulait rendre hommage à Helge. Elle déversait ses rayons d'argent sur la mer, devenue le tombeau de son frère. Le pantalon mouillé jusqu'aux hanches, Arnulf frissonna, et il résista à la tentation de simplement s'écrouler sur place et pleurer de tout son saule. Helge était mort. Son frère était mort. Tout s'effondrait autour de lui. Helge, sa vie entière, son périple, son besoin urgent de partir, sa soif de voyage, et tout espoir d'obtenir la main de Freydis. Les épaules du Norvégien étaient penchées tandis qu'il avançait tant bien que mal sur le sable. Arnulf marqua un temps d'arrêt pour laisser son regard glisser sur l'eau. On ne verrait plus de voile arriver cette nuit au loin, et l'obscurité n'y était pour rien. Jamais Helge ne prendrait la mer aux commandes de son nouveau bateau. Arnulf aurait pourtant su précisément où s'asseoir à bord. Aslak, le constructeur de bateaux, avait été tellement satisfait de son aide qu'il avait laissé graver un aigle à hauteur d'une des rames pour indiquer sa place. Quant à Trud, elle avait travaillé tout l'hiver sur la voile avec les esclaves. Si seulement Strobjorn avait eu au moins accordé à la dépouille de son fils un bûcher sur le nouveau bateau. Helge aurait dû recevoir un navire pour naviguer jusqu'au Valhalla. Son bateau aurait dû brûler avec lui, rempli de chevaux et d'armes. Helge avait cependant décidé de se jeter à l'eau après avoir reçu sa blessure mortelle. Pourquoi ? La corde glissa soudainement des mains d'Arnulf d'un coup sec. Le Norvégien s'était échappé tel un lièvre et courait vers la forêt. Il n'avait jamais eu le moindre problème à la jambe. Arnulf poussa un cri furieux et se lança à la poursuite de l'esclave. Sa rage au ventre donna des ailes au fils de Strobjorn. Il ne laisserait pas cet esclave se moquer impunément de lui et filer dans la forêt pour disparaître ainsi dans la nuit. Il allait remettre ce maudit fils de meurtrier puant à sa place. Le prisonnier fonçait avec l'énergie du désespoir, mais Arnulf connaissait chaque rocher et sa fureur fit de lui le plus vif des deux. La lune éclairait en outre clairement leurs pas. Il rattrapa le Norvégien à la lisière de la forêt et bondit sur lui.
Ils tombèrent ensemble et roulèrent dans les feuilles mortes. Le prisonnier tenta de le mordre, car il était autrement sans défense avec ses mains attachées dans le dos. Arnulf saisit la corde autour du cou du Norvégien et la coinça sous un pied, plaquant ainsi la tête du prisonnier au sol. Arnulf se redressa promptement, et la colère tomba comme un voile blanc devant ses yeux. Si Helge était mort, c'était la faute du père de ce prisonnier. Il trembla d'une rage incontrôlable et asséna un violent coup de pied dans le ventre du Norvégien qui poussa un cri à demi étouffé en se pliant en deux. Arnulf voulait se venger de cette douleur au cœur semblable à la morsure d'un serpent, se venger des pleurs de Trude, du désarroi que Strobjorn essayait de cacher. Sa tristesse était si terrible qu'Arnulf ne pouvait la contenir. Elle devait sortir, respirer, réclamer vengeance. Le Norvégien gémit. Arnulf hurla, sentit les larmes couler tel un torrent de fer en fusion sur ses joues. Il le frappa à nouveau et le cogna si fort dans les côtes qu'il en eut mal aux pieds. Le prisonnier chercha à se protéger, mais Arnulf le roua alors de coups au flanc, incapable de réfréner la folie furieuse qui le déchirait. Tout avait disparu autour de lui. Ire et chagrin déferlaient en lui, tel un torrent. Vengeance, il devait se venger. Alfred avait peut-être déjà tué Øystein, et le seigneur norvégien avait dès lors payé son méfait de sa vie, mais Arnulf aussi avait maintenant le droit de venger son frère, tout comme Rolf. Le misérable à ses pieds avait mérité chaque coup qu'Arnulf jugeait bon de lui infliger. Le Norvégien tenta péniblement de reprendre son souffle et de s'échapper en roulant sur le côté. Et il leva les yeux vers son assaillant, le visage crispé. Quelque chose dans son regard interpella Arnulf. Au prix de grands efforts, il reprit ses esprits, cessa de tabasser le prisonnier et recouvra sa vision des alentours. Sa tunique était trempée de sueur. Le Norvégien, plié en deux sur le sol, respirait difficilement. On aurait dit qu'il s'apprêtait à rendre son dernier souffle. Arnulf recula d'un pas en tenant fermement la corde, et tout en allaitant, laissa sa colère s'apaiser. Le prisonnier se remit à genoux en geignant, le front collé à terre et la respiration rauque. Les rayons de la lune perçaient les branches vertes suffisamment pour permettre à Arnulf de le détailler clairement. Il ne pouvait avoir plus de 20 ans. Un Norvégien. Helge lui avait décrit la Norvège avec un tel enchantement. Les montagnes, les fjords, les torrents. Pour cet homme, cependant, Arnulf ne ressentait que de la haine. Le prisonnier reprenait progressivement son souffle, en râlant de douleur. « Lève-toi, sale chien, et réjouis-toi que je ne t'ai pas égorgé. » Le Norvégien leva la tête, essoufflé. « Tu m'as cassé les côtes. Même si c'est le cas, ça ne m'empêchera pas de dormir. Debout !» Le jeune homme se leva péniblement, mais ses jambes flageolaient et il dut se reposer plié en deux contre un arbre. Arnulf attendit. Il était hors de question de le porter. Le Norvégien reprit peu à peu ses esprits et le fixa. Ses yeux clairs ne contenaient pas la moindre haine, mais plutôt une sorte de trouble mélancolique. Il fut agité d'une toux sèche et referma les yeux un instant. « Laisse-moi partir, Arnulf, » dit-il. Sa voix était enrouée. Arnulf écarquilla les yeux de stupéfaction. « Partir ? Es-tu cinglé ? J'ai perdu mon frère. Ton père vient juste de le tuer et toi tu me demandes de te laisser partir ? Tu n'es qu'une vermine qui ne mérite rien de plus que d'être abattue à mort. Moi, c'est mon père que j'ai perdu. » Le Norvégien rouvrit les yeux et tenta de se remettre droit, mais un spasme de douleur tordit sa bouche. « J'ai perdu mon père et plusieurs amis. » Il se tut abruptement et grogna, puis reprit. « Et mon oncle aussi était à bord. Ta peine n'est rien comparé à la mienne. Et de plus, ce n'est même pas moi qui ai tué ton frère. Relâche-moi. »
Il posa sa tête contre l'arbre. Il avait l'air tellement misérable, plein d'amertume. Arnulf cracha. « Tu trouves qu'après avoir perdu son fils, mon père devrait relâcher l'immonde rejeton du meurtrier ? Mon père, lui, a bien perdu la vie. » Des flammes se ravivèrent dans les yeux du Norvégien. « Et ton infâme frère a violé ma sœur, qui doit maintenant porter dans son ventre un enfant qu'elle ne désire pas. » Le sang d'Arnulf se mit à bouillir dans ses veines d'une furie renouvelée. Comment osait-il ? Styrbjörn viendra bien assez tôt exiger des réponses. Je veux bien passer sous silence ta petite fuite et ta stupide demande de liberté seulement si tu m'implores à genoux. Connais-tu la punition qu'encourt un esclave pour s'être enfui ? Les yeux du Norvégien lancèrent des éclairs lorsqu'il se remit droit pour rétorquer. Je ne suis l'esclave de personne. Et moi aussi j'ai un nom, Arnulf. Je m'appelle Tauke. Tauke, fils d'Oinston, tueur de corbeaux. Ce nom est connu bien au-delà d'Arasfjord. Et bien plus de gens que tu ne le penses seront prêts à venger Øystein une fois qu'ils apprendront sa mort. Arnulf ricana avec animosité. Il n'était pas le moins du monde impressionné. Tu es un esclave désormais, et c'est Trud qui décidera d'un nom pour toi. Tauke secoua la tête et persista. Tranche mes liens et raconte que je t'ai semé. Tu ne le regretteras pas, et je saurai richement te récompenser si tu te rends un jour dans mon village. Arnulf sentit un désir impérieux de frapper encore une fois le Norvégien, mais se contrôla. C'est seulement avec Helge que j'aurais pu partir. Es-tu trop bête pour comprendre ? Nous devions voyager ensemble. Il avait promis de me rapporter une épée. Il aurait dû recevoir le nouveau bateau que j'ai aidé Aslak à construire. Mais maintenant, mon frère est mort. Tauke pencha un instant la tête. Tu dois vraiment me détester. Bien sûr que je te déteste, hurla Arnulf, furieux d'entendre des paroles aussi effrontées de la part d'un esclave et de perdre ainsi possession de ses moyens au point de pleurer devant un étranger. Si c'est voyager que tu veux, alors raison de plus de me libérer. Mon bateau se trouve en Norvège, et j'étais censé assembler un équipage pour mon premier périple sans Øystein, s'exclama Tauke. Pars avec moi, Arnulf. Abandonne ton chagrin ici. Cette année, je compte partir vers l'ouest. Un Islandais m'a parlé d'un bon endroit pour piller plein d'argent. Arnulf secoua la tête et plissa les yeux de colère. Et quoi ? Tourner le dos à ma famille pour déguerpir avec un esclave. Pour qui me prends-tu ? Tauke Einsteinsson. Tu ne navigueras pas plus que moi. Quand Styrbjörn aura le temps, il viendra te rendre visite avec son fouet et brisera ta fierté. Tu ramperas devant lui dans la poussière. Il tira sur la corde, et Tauke manqua de peu de perdre l'équilibre. Le Norvégien se tut et économisa ses forces pour suivre Arnulf, qui se mit en marche rapidement, animé par la haine. Aucun mot de plus ne fut échangé jusqu'à la hutte des esclaves, et plus aucune larme ne coula des yeux d'Arnulf. Son cœur, en revanche, était sur le point d'exploser dans sa poitrine. Vivement qu'il soit débarrassé de ce Norvégien et de son discours délirant. Et il n'y avait personne dans cette partie du village réservée aux esclaves, car tout le monde était en train d'aider à préparer le festin pour célébrer le retour des Vikings. Arnulf trouva toutefois une lampe à huile accrochée au montant d'une porte, l'alluma et tira Tauke derrière lui jusqu'à une toute petite hutte, utilisée en temps normal pour stocker du bois et des poteries. Arnulf entra et jeta Tauke, sans ménagement contre le pilier central de la pièce qui soutenait le toit troué de la hutte. « Assis !» Le Norvégien obéit, le regard farouche, et Arnulf défit la corde autour de son cou pour attacher solidement les bras de Tauke au pilier. Ce dernier le toisa et dit « Réfléchis à ma proposition, Arnulf. Beaucoup de guerriers aguerris auraient accepté sans hésiter mon invitation de voyager à bord de mon navire, confiant que la chance de mon père me sourirait bientôt à moi aussi. » Arnulf pressa son poing contre le menton de Tauke.
La chance de ton père. Laisse-moi rire. Un mot de plus. Et je t'explose les dents. Réfléchis plutôt à ce que moi, je t'ai dit, et prépare-toi à ta nouvelle vie d'esclave, car c'est toi qui décides maintenant si tu souhaites souffrir dans cette vie ou non. Il souffla la lampe sans lui accorder plus d'attention. Il sortit promptement de la hutte, en claquant hargneusement la porte derrière lui. Puisse Hel, la déesse de la mort, emporter ce Norvégien dès ce soir. Impossible de le supporter plus longtemps. Un esclave n'était vraiment rien d'autre qu'une source d'agacement. D'agacement et de jérémiade. Irrité, Arnulf cracha au sol. S'imaginer qu'il puisse se prendre la tête avec un esclave juste après avoir essuyé la mort d'Helge. Il voulait à présent rentrer chez Strobjorn, dans sa grande maison longue, et écouter Alfred et les autres guerriers raconter leur séjour chez le roi. Le chagrin, il le noierait dans l'hydromel pour oublier ne serait-ce qu'un instant la perte de son frère. Son dos transpirait à grosses gouttes malgré une brise fraîche. Il n'avait plus de force dans les jambes. Elles étaient pareilles à 2 morceaux de cabillaud cuit. Arnulf se mordit la lèvre. Tout son corps tremblait, si fort que même ses mains trépidaient. Il cracha une nouvelle fois et serra les poings si fort que ses phalanges craquèrent. Cela n'empêchait pas les larmes de vouloir jaillir, de s'emparer de lui, de le jeter au sol et de l'y laisser plier en 2. Tremblotant. Par tort. Un homme ne pleurait pas, il buvait. Arnulf força ses jambes à l'emmener loin du coin des esclaves. Ses pas ne le menèrent cependant pas vers la maison de Strobjorn, mais vers la mer. Et il courut. Et il s'abandonna. Tout d'abord, lentement, puis aussi rapidement qu'un torrent en charge, il courut à faire galoper son cœur, à faire exploser ses poumons, et le goût du sang se répandait dans sa bouche. Il pleura à pleine gorge jusqu'à la plage, fila dans les maisons, les bateaux, l'atelier d'Aslak, le pré salé, dépassa l'embouchure du fleuve, Réchantruite, et arriva finalement à la mer. Il s'effondra alors à genoux, et se recroquevilla en boule. Il se balança d'avant en arrière et gémit sans s'arrêter. La douleur déferlait en lui, en une série de brûlures incendiaires, plus ravageuses les unes que les autres. Helge était mort. Il était mort. Ce ne fut qu'une fois la dernière larme tombée à ses yeux secs et irrités qu'il releva la tête. La lune brillait toujours au-dessus de la mer qui reflétait ses rayons. Au-dessus du tombeau d'Helge, Arnulf se releva, honteux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.